mois de l'élection présidentielle. 11h35 sur CNews, merci d'être en direct avec nous. Marseille est en train de devenir une narcoville. Dans un instant, je vais recevoir Denis Trocero, journaliste police-justice de Marseille, qui va nous raconter la réalité de cette ville. Hier, dans le cadre d'une commission d'enquête sur le narcotrafic, les sénateurs ont interrogé des magistrats et tous s'alarment de l'expansion du narcotrafic à Marseille comme une sorte de gangrène qui abîme le tissu social. Reportage et ensuite on en parle avec Denis Trocero. Dès la première prise de parole, le constat est alarmant. C'est l'État qui se trouve en situation de vulnérabilité face à des trafiquants qui disposent, eux, d'une force de frappe considérable sur le plan des moyens financiers, humains, technologiques et même législatifs. Le président du tribunal judiciaire de Marseille craint que l'état de droit ne se délite à court terme. Olivier Laurent exige un plan d'urgence. Le narcobanditisme agit à Marseille comme une sorte de gangrène. Il est indispensable de mettre un plan Marshall en œuvre pour la lutte contre le narcotrafic. En 2023, la guerre de la drogue a fait 50 morts à Marseille. Parmi les tueurs ou auteurs de tentatives d'assassinat, 62% d'entre eux avaient moins de 21 ans. Ce qu'on appelle les jobbers, qui viennent donc de la France entière, mais également sur une ville comme Marseille, un recrutement très important d'étrangers en situation irrégulière. Comme de nombreux trafiquants de drogue, les jobbers terminent leur parcours à la prison des Baumettes, un centre pénitentiaire où le taux d'occupation est de 188% et où les règlements de compte se poursuivent. Et là, il y a une vraie mexicanisation, une vraie inquiétude. Nous avons eu un assassinat et une tentative d'assassinat il y a une dizaine de jours. Il faudrait qu'on ait des prisons de haute sécurité comme ça existe dans d'autres pays, parce que sinon, à l'État, on est un petit peu dépassé. Chiffre inédit dans le pays, plus de 20% de l'activité juridictionnelle concerne le trafic de drogue. Et Denis Trocero est avec nous, journaliste police-justice, spécialiste de Marseille. Bonjour Denis. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous publiez ce livre, Règlement de compte à Marseille, une histoire de la violence dans la cité phocéenne, Mareuil Édition. Ce qui est assez amusant, c'est que la préface est signée Franz-Olivier Gisbert, qui écrit d'ailleurs « Il y a deux catégories d'êtres humains, ceux qui sont marseillais et ceux qui rêvent de le devenir ». Ouais. Je trouve ça très bien, moi qui suis marseillais aussi, je trouve ça très bien. Ouais. Alors, j'adore cette phrase, et elle est géniale. Elle ressemble à la fameuse citation de Clint Eastwood dans Le Bon, la Brute et le truand, pardon. Mais j'adore, ça veut tout dire, ça veut tout dire. Ça fait encore rêver Marseille, parce que là, par exemple, pendant que vous parlez, on est en train de voir quelques images des cités à Marseille, et c'est l'image dans le public qui est énormément véhiculée. On voit ces policiers qui sont en train d'explorer certaines cités de Marseille. Pour beaucoup de gens, Marseille, c'est ça, c'est la drogue, c'est la violence. Bah, c'est pas que ça. Marseille reste une ville très attachante, une ville très belle. Moi, je suis Marseillais de cœur. J'adore cette ville qui m'indigne à certains égards. On en parlera sûrement, mais qui est une ville à côté de ça très attachante, qui a d'innombrables qualités, une couleur incroyable, quoi. Donc, mais pourquoi Marseille a basculé? C'est la question qu'on peut poser, parce que vous, ça fait des années que vous êtes à Marseille. Moi, j'y étais longtemps. On a même fait la même école de journalisme. On était même dans la même promotion, pour tout dire. Donc voilà, on se connaît et on a vu Marseille évoluer tous les deux. On a vu Marseille tomber dans cette violence. On a vu des quartiers qui étaient des quartiers fréquentables, qui le sont plus aujourd'hui, où on ne peut même plus aller. Qu'est-ce qui s'est passé dans cette ville? Quasiment. Je crois qu'on n'a pas pris la mesure des choses. On s'est pas rendu compte qu'au fil des ans, avec une espèce de bien-pensance et une espèce de regard un peu guimauve sur les choses, les cités se dégradaient. Il y a 20 ou 30 ans, elles étaient encore très, très familiales, très protectrices. Et puis, tout ça s'est dégradé. La drogue a pris le pas sur tout ça. Et les gens qui vivent dans ces cités sont terriblement inquiets parce que ils ont quasiment plus de vie, ils savent plus comment faire face, et je pense que la responsabilité des pouvoirs publics est assez considérable. Je dis souvent, j'en parle dans le livre, je dis qu'il y a 12 ans, c'est-à-dire en septembre 2012, le Premier ministre Jean-Marc Ayrault, Premier ministre socialiste, avait, je crois, pris la mesure des choses, puisqu'il avait convoqué à Paris un comité interministériel pour résoudre ces problèmes-là, avec les divers ministres régaliens, notamment la justice et l'intérieur, pour résoudre ce problème-là. Samia Ghali, qui était élu des quartiers nord, disait il faut vraiment se réveiller, il faut mettre l'armée, ce qui était peut-être un peu excessif, mais pourquoi pas. Valls avait dit non, pas question, c'est pas le lot de notre République de faire ce genre de choses. Mais en attendant, on a perdu 12 ans. Aujourd'hui, monsieur le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, la préfète de police, Frédéric Camilleri, font des efforts considérables
avec des techniques de pilonnage pour secouer les cités, pour empêcher, comme elle dit, les trafiquants de dormir. Mais pour l'instant, même si on a résolu en partie le problème sur la Paternelle, on l'a pas résolu dans nombre d'autres cités marseillaises. La Paternelle qui est une cité marseillaise. Il y a un mot que vous prononcez pas et pourtant c'est ce que j'entends à travers ce que vous dites, c'est le laxisme. En fait, on paye le laxisme de tant d'années. Je pense, de tous les gouvernements, laxisme. Alors, mais je pense que on n'a pas voulu regarder les choses dans la réalité. Ce que je dis souvent et ce que j'écris dans le bouquin, c'est que je voudrais faire un parallèle avec les années, même si l'époque a changé et si le trafic n'est plus tout à fait le même. Mais comme disait Churchill, là où il y a une volonté, il y a un chemin. En 1971, à la quasi fin de la French Connection, quand les Américains, la DEA dit, la Drug Enforcement Administration, qui était l'équivalent de la brigade des stupes française, apostrophe le ministre de l'Intérieur de l'époque, qui s'appelle Raymond Marcellin, il lui dit ça suffit, la France, avec vos labos clandestins, labos d'héroïne, vous envoyez sur le marché américain tout et vous vendez de la mort. On va mobiliser les autorités françaises. Tous les personnels, les forces de police, les enquêteurs vont descendre à Marseille, résoudre le problème. Et bon, ce sera l'avant puis l'après juge Michel. On va complètement éradiquer les labos de drogue. Alors aujourd'hui, il faudrait peut-être prendre notre initiative, on y viendra peut-être, mais c'est vrai que le trafic de cocaïne et surtout le trafic de cannabis qui sévit dans les cités, c'est quelque chose de terrible. Et je pense qu'on ne prend pas assez le taureau par les cornes. Alors moi j'entends tous les bien-pensants qui disent en général ah oui mais on n'a pas les moyens. Et vous c'est intéressant parce que dans votre livre vous donnez les effectifs justement de la justice. Quand on dit mais la justice n'a pas les moyens, vous dites les effectifs de la justice ont énormément augmenté ces dernières années. Vous citez par exemple au siège, les effectifs du siège sont passés de 113 magistrats en 2020 à plus de 130 en 2023. Aucune juridiction n'a connu une telle progression. Mais pourtant la situation empire. Tout à fait. Pourquoi ? Parce que je pense que la justice est souvent mal organisée. Au parquet, même le procureur d'Alest, que je connais bien et qui est à l'initiative de toutes les mesures concernant les cold cases, lui-même s'est réjoui de constater que quand il était en poste, c'est-à-dire il y a plus d'une dizaine d'années, il y avait 39 magistrats au parquet, aujourd'hui il y en a 56. Il dit, nous avons les moyens, même le nouveau procureur Nicolas Bessonne le dit, nous avons des moyens tels qu'ils n'ont jamais existé sur Marseille, mais ce qu'on peut constater, c'est un peu le tonneau des Danaïdes, c'est-à-dire qu'on vide le tonneau d'un côté, mais il se remplit de l'autre. Mais aujourd'hui, en fait, on n'a plus peur de la police, on n'a plus peur de la justice. C'est-à-dire qu'on est dans une forme, finalement, de pagaille. C'est quasiment une pagaille qui existe et une insouciance de la part de ces dealers, de la part des criminels. Quand on va dans les cités, les tarifs de la drogue, c'est affiché sur les murs. Vous-même, à un moment, vous citez les tarifs 5 000 € pour une tentative d'assassinat en forme d'intimidation. 10 000 à 20 000 € pour ce qu'on appelle avant un contrat mortel. Aujourd'hui, tout est public et les gens n'ont plus peur. Non, tout à fait. À Marseille... c'est désespérant quand même. À Marseille, on peut te faire tuer quelqu'un pour 10 000, 15 000, voire 20 000 €. Oui. Et vous vous rendez compte de ce qu'on est en train de dire là ? Enfin, c'est ça qui est dingue. C'est qu'on est en train de dire que pour 10 000 €, on peut faire tuer quelqu'un à Marseille. Exactement. Et on laisse faire ? On laisse faire. Il y a eu, on laisse faire. Il y a une forme de banalisation ou d'abandon, une espèce de fatalisme marseillais. Heureusement qu'il y a des autorités qui se battent contre ça. La préfète de police des Bouches-du-Rhône a initié ce qu'on appelle le pilonnage. Mais quand on démantèle 70 points de deal sur Marseille en l'espace de 3 ans, mais qu'on constate par ailleurs que continue à en exister 150, c'est difficile de lutter. Quand Madame la préfète de police installe la CRS 81 qui est censée se livrer à ce travail-là en faisant parfois plusieurs opérations qu'on appelle aujourd'hui place nette pour essayer d'anéantir le trafic. Ça va durer un jour, ça va durer 2 jours et puis très vite on constate que le trafic il s'est étendu ailleurs et notamment ce qu'on constate ces derniers temps sur Marseille, c'est que sans doute les trafiquants ne trouvant plus de place dans les quartiers nord commencent à investir les cités des quartiers sud
On l'a vu à la cité Saint-Is où est morte la jeune Sokaina, étudiante en droit, qui était tranquillement sur son ordinateur en train de réviser ses cours de droit et qui a pris une balle perdue. On l'a vu dans une autre cité qui était déjà un peu sensible, qui s'appelle la cité Herbel. On le voit aussi à la Caillole. Et donc on se rend compte en fait qu'on a comme l'impression que les trafiquants ou les présumés trafiquants commencent à chercher de nouvelles places, de nouveaux territoires pour s'y installer et prospérer. Nouvelles places, nouveaux territoires, nouvelle façon également de distribuer la drogue. Il y a le fameux Uber Sheet, maintenant dont on a entendu parler. C'est-à-dire vous commandez votre drogue et puis elle vous est livrée directement chez vous en 30 minutes. Enfin, c'est-à-dire qu'il n'y a même plus besoin d'aller dans les cités, il n'y a même plus besoin de se déplacer dans ces quartiers sensibles. Désormais, c'est la drogue qui vient à vous. Exactement. Et là, la responsabilité est attribuée à tout le monde parce que la jeunesse, mais pas que la jeunesse, les bourgeois marseillais des 6e, 8e, 7e arrondissements qui appellent Uber Sheet pour se faire livrer le cannabis ou la cocaïne parce qu'évidemment, c'est plus dangereux que d'aller dans les cités des quartiers nord pour se prendre une amende forfaitaire délictuelle à 200 €. Mais est-ce que 200 € c'est suffisamment dissuasif? Marseille est le meilleur exemple, c'est que les Bouches-du-Rhône ont battu tous les records de France cette année. Avec près de 50 000 amendes de ce type distribuées. On est devant la Seine-Saint-Denis, on est devant tous les autres départements de France. Voilà, alors il faut peut-être augmenter le montant de l'amende, mais comme je le dis souvent, il faut effectivement prendre la mesure des choses. Et si on veut que notre société, notre République demain, pour que nos enfants soient saines, je pense qu'il faut prendre le taureau par les cornes. Et pourtant, il y a eu des tentatives, il y a eu la création de zones de sécurité prioritaires, par exemple, mais ça n'a pas résolu le problème. Non, ça n'a pas résolu le problème. Ça a amené parfois quelques. C'est pour ça que je propose quand même pour ceux qui veulent s'en sortir, parce que moi, au quotidien, je fais beaucoup de faits divers en tant que journaliste, j'en couvre beaucoup, mais j'ai aussi beaucoup fait de justice. Et dans les prétoires, je croise parfois des avocats qui sont originaires comme on dit aujourd'hui, de la diversité, et qui me racontent leur passé, qu'ils ont grandi dans la cité Fontvert, ou dans telle autre cité marseillaise réputée emblématique et vérolée par le trafic de drogue. Mais ils me disent, moi je suis arrivé à m'en sortir. J'ai travaillé, certes, j'ai eu un père ou une mère qui peut-être à un moment donné m'a aidé. C'est pour ça que parmi les mesures que je propose, vous faites 20 propositions pour sauver Marseille. Ouais. Mais ça veut dire sauver Marseille. L'expression, elle est forte. Ouais. C'est pas pour aider Marseille, c'est pour le sauver. Marseille est en train de mourir. Marseille est en train de crever. Je pense que si Marseille ne réagit pas et avec elle, si le gouvernement de notre République ne prend pas des mesures d'urgence, Marseille va aller très mal. Ça m'inquiète énormément. C'est pour ça que j'essaie aussi d'initier un certain nombre de mesures qui peuvent être positives, que j'appelle l'académie des leaders. Donc, pour essayer de donner une chance à ceux qui veulent s'en sortir, qui ont encore le goût de l'effort, d'accéder à certains postes de la République, alors peut-être pas l'ENA, mais de la haute fonction publique. Mais ce qui est étonnant dans vos mesures, c'est que, j'ai presque envie de dire, certaines, c'est une évidence. C'est-à-dire, on se dit, mais pourquoi ça se fait pas quand vous dites, par exemple, procéder à des confiscations systématiques? C'est la 3e mesure, mais c'est évident. C'est évident qu'il faut faire ça. Des comparutions immédiates pour les petites mains, c'est évident. Rouvrir les services publics, c'est évident. Le retour des commissariats, c'est évident. Une police de proximité, c'est évident. Voilà. Et ce qui est étonnant, c'est que ces évidences, on les met pas en place. On les a pas mises en place, comme je le disais tout à l'heure, parce que il y a une forme de pudeur ou on s'est voilé la face pendant des années. On s'est dit que les choses allaient s'arranger. Mais ça continue. Par exemple, vous dites mettre en sursis le logement social. Dès qu'on dit ça aujourd'hui dans l'espace public, dès qu'on dit oui, mais il faudrait peut-être revoir le logement social pour des gens qui font des infractions, pour des gens qui font du deal. Là, tout de suite, on vous dit oh là là, mais non, ça c'est un discours d'extrême droite. Faut pas aller là-dessus. Non, mais moi je veux pas parler d'idéologie parce que je pense que le gouvernement actuel est en train de prendre des mesures. Et d'ailleurs, je ne l'ai pas fait exprès, mais le livre est sorti. Moi, le manuscrit, je l'ai remis il y a plusieurs mois. Et c'était avant que M. Attal prenne certaines mesures concernant les jeunes. Il a parlé dans son discours de politique générale de sanctions éducatives pour les mineurs, de sanctions de travaux d'intérêt généraux. C'est ce que faisait la mairie avec M. Gaudin, l'ancienne adjointe à la sécurité. Elle réunissait chaque mois en mairie les parents d'enfants délinquants. Elle les mettait face à leurs responsabilités en leur disant
d'accord. Voilà, si vous prenez pas les choses en main, on va prendre des sanctions contre vous. Il faut se poser la question de l'habitat social. Mais il faut pas oublier quand même qu'on est dans un pays, même si ça a un peu changé, où l'idéologie a encore une forte prégnance. Et tant qu'on ne sortira pas de l'idéologie, on ne résoudra pas les problèmes. Et vous dites, un dernier point, vous dites par exemple généraliser le service national. Mais qu'est-ce qu'il y a là derrière ? Là derrière, il y a aussi qu'il y a un problème d'éducation pour toute cette génération. Il y a un problème d'autorité, reconnaître l'autorité, réinstaurer le respect. C'est pas juste le respect de la police, le respect des profs par exemple. Ça n'existe plus aujourd'hui, le respect des profs. Le simple fait de se lever quand on rentre dans une classe, c'est même plus appris. On n'arrive plus à éduquer les enfants comme ça. Exactement, mais je trouve que l'instruction civique, même si on est en train d'en remettre un peu, je trouve que les cours d'instruction civique devraient avoir une place beaucoup plus prépondérante. Et le service national universel, en 2021, il y a eu 14 000 personnes qui sont passées par le service national universel, à peine plus du double, alors que ça devrait être toute une classe d'âge, quasiment 800 000 Exactement. personnes. Règlement de compte à Marseille, c'est chez Marie Édition de Nitro Merci. Dans un instant, Sonia Mabrouk, on se retrouve demain à partir de 10h35 sur CNews. À demain. La météo avec BDOR.fr. L'agence BDOR vous donne accès au marché de l'or physique. L'agence BDOR, partenaire de votre épargne.